J'ai repris en fait pour mon intervention le titre de la session, mais en fait, de ce dont je vais vous parler des modes, de ce qu'on a appelé au LASUR dans différentes recherches, les modes de vie résidentiels, et qui recoupent, je pense, en tout cas en partie, là je parle sous le regard acéré d'Olivier Crovoisier, des questions relatives à l'économie résidentielle. Je ne suis pas économiste, comme vous venez de l'entendre, donc je viens d'une tradition de recherche un petit peu différente, qui est celle de la sociologie urbaine, mais je pense que vous allez vous y retrouver, enfin j'espère. Peut-être pour commencer, alors une chose, une image que j'aime bien mettre, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu parce que j'en use et j'en abuse, c'est Féchy et la légende qui ne figure pas sur la photo, mais que j'aurais tendance à ajouter, c'est « Ceci n'est pas un village ». Et je pense que ça pose bien peut-être la question aussi de l'économie résidentielle. Ça n'est pas un village, ça ressemble à un village. Il y a toute une série de fermes rénovées qui ont été rachetées à prix d'or par des cadres supérieurs travaillant dans l'arc lémanique, soit à Genève, soit à Lausanne. Et puis finalement, ils sont très heureux d'habiter face au lac Léman, face aux Alpes, dans un environnement extrêmement agréable, mais ils n'ont pas un ancrage local. On ne peut pas dire qu'ils soient véritablement à la campagne. C'est pour la plupart des pendulaires, voire des pendulaires de longue distance, des gens aux attaches et aux réseaux assez multiples, même si bien évidemment il y a des vignes, il y a quelques exceptions, mais enfin la dominante est quand même celle de ceci n'est pas un village, c'est le quartier ou le micro-quartier d'une conurbation discontinue et beaucoup plus vaste. Peut-être deuxième illustration qui est tirée d'un travail que j'avais réalisé avec Pierre Desmontet, que certainement certains d'entre vous connaissent, qui permet d'illustrer d'une autre manière ce que je viens de vous dire à propos de Féchy, l'évolution entre 2000 et 2010 de la pendularité. Donc la pendularité, le fait de travailler dans une autre commune que celle où on réside. Donc on a entre 2000 et 2010 une augmentation de la part des pendulaires intercommunaux qui désormais en Suisse représentent 66% de la population active. Et c'est les chiffres de 2010, j'imagine que peut-être ça s'est encore un petit peu poursuivi. On était à 57% en 2000, en 46% en 1990. Donc on est vraiment sur une tendance où finalement les modes de vie, et c'est aussi une manière de les introduire, se déploient sur des espaces peut-être de plus en plus vastes dans le cadre de la vie quotidienne. Alors ça, c'est pour la pendularité en général, mais si on se focalise sur la pendularité de longue distance, il y a un chiffre que je trouve assez impressionnant quand même, c'est que ce qui a remplacé le recensement fédéral de la population depuis 2000, donc le recensement structurel, a permis d'identifier qu'on a actuellement en Suisse 10% des actifs qui travaillent à plus de 50 km de leur domicile principal. Donc on a une émergence et un développement qui est très rapide, d'une pendularité de longue distance qui se construit, qui a tendance à se faire autour du train, parce que c'est vrai qu'aller travailler à 100 km, ça suppose, si on va en voiture, beaucoup de fatigue, beaucoup de dépenses, beaucoup de temps perdu aussi, parce que dans le train, on peut travailler. Et donc on est dans un système, urbain en Suisse qui a tendance à se construire autour des offres et des accessibilités offertes par les CFF. On le voit implicitement à travers ces chiffres. Je vous cite le chiffre que vous avez sous les yeux. 28% des actifs en 2010 utilisaient les transports publics pour aller travailler. C'est beaucoup plus si on tient compte que des 10% de grands mobiles, enfin ceux qui vont à plus de 50 km ou plus. On n'était qu'à 23% en 2000. Donc on voit bien finalement une Suisse urbaine qui se construit autour du train, une grande ville d'une certaine manière, avec sa carte orange, si on fait une métaphore parisienne qui est l'abonnement général, et puis une RATP qui est le réseau des CFF et l'ensemble des opérateurs qui sont regroupés derrière le système de transport public, suisse. Alors là, les grèves.
Sans les grèves, ouais. Enfin, bon, il y a des fois des grèves quand même. Moi qui suis genevois, j'ai vécu des grèves. Bon, enfin. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces tendances? Parce que ça a l'air très froid, très quantitatif. On se dit, bon, voilà, les gens vont habiter plus loin, etc. Pourquoi finalement ne pas déménager, etc. Et c'est là que ça renvoie au mode de vie et que ça renvoie aussi à des questions liées au résidentiel. C'est-à-dire que ce système de mobilité, finalement, il ouvre le champ des possibles en matière de vie quotidienne et en matière d'arrangement résidentiel. Et de fait, il a pour effet de multiplier les possibles en matière de mode de vie, mais aussi il va de pair avec l'émergence peut-être de nouveaux modèles de vie valorisés. La qualité sensible, c'est-à-dire que quand on habite un lieu, on a des préférences esthétiques, on apprécie ou pas, par exemple, un milieu urbain dense pour les possibilités de contact qu'il offre, on trouve que l'urbanisme haussmannien c'est beau, ou que le centre-ville de Neuchâtel et ses zones piétonnes c'est magnifique, ou que le quartier Sougar à Lausanne c'est vraiment le nec plus ultra en matière d'habitat, ou qu'au contraire l'ancien quartier populaire qu'on contribue à gentrifier, dans le fond, c'est extrêmement sympathique parce qu'on a l'impression qu'il y a des vrais gens qui y habitent et que ça nous change de notre banque dans laquelle on passe 8 heures par jour, etc. Et donc, que se retrouver dans cette ambiance un peu authentique le soir et le week-end, c'est très agréable. Enfin, ça peut se multiplier et c'est finalement relativement déconnecté des questions de prix, des questions de taille du logement. C'est une dimension qui vient se surajouter, qui joue évidemment avec les autres, mais qui vient se surajouter. Donc c'est ce qu'on a appelé les qualités sensibles, dans quel type d'environnement on se sent bien, on apprécie finalement, on a envie on aspire à développer sa vie quotidienne. Et puis il y a aussi ce qu'on a appelé les qualités sociales, ce qui favorise les relations sociales, qui sont aussi un aspect qui est important. Et là aussi, finalement, il y a des... quand on décide d'habiter, qu'on cherche à habiter un certain type de localisation, c'est aussi en lien avec ça. Le but n'étant pas d'être en conflit avec ses voisins. Donc on peut avoir des attentes fortes ou des attentes faibles, des attentes fortes en matière de liens de voisinage, de vie associative, de vie de quartier, etc., ou au contraire des attentes faibles. On dit, non, surtout on veut du calme, on veut pouvoir peut-être avoir un environnement où on a peu d'interaction avec les voisins, mais à l'inverse, on se sent bien et en sécurité parce qu'on a autour de nous des gens qui nous ressemblent. Par exemple dans des quartiers résidentiels. Ça peut aussi se décliner de différentes manières. On a vu aussi dans des enquêtes des gens qui, quand on vit une vie extrêmement dense sur le plan professionnel, on a peut-être parfois aussi des attentes faibles à ce niveau-là, au niveau du quartier, parce que simplement le logement et son environnement est d'abord vécu comme un espace où on se ressource, et donc qui n'est pas un espace particulièrement lié à la vie sociale, ce qui ne veut pas dire qu'on aspire à la gated community, mais que par ailleurs on rencontre énormément de monde dans sa vie, mais ailleurs. Enfin bon. Et donc voilà, ces deux dimensions, les qualités sensibles et les qualités sociales, sont apparus dans nos travaux comme essentiels, ce qui n'enlève rien, j'insiste là-dessus à la dernière dimension, qualité fonctionnelle, ce qui rend pratique le quotidien, et puis, alors là, on l'a mis uniquement sur les qualités recherchées par rapport au quotidien, mais on aurait pu ajouter les questions de logement, évidemment, la taille du logement, le prix, etc., ça renvoie aussi à cette qualité fonctionnelle, ou plus précisément à un rapport qualité-prix. Alors là où je voulais en venir, c'est qu'en utilisant cette grille d'analyse, on est arrivé à identifier un certain nombre de ce qu'on a appelé des modes de vie résidentiels que vous avez ici dans ce grand tableau. Alors je vous rassure, on ne va pas faire chaque colonne et chaque indicateur. D'ailleurs, moi, je tiens à votre disposition le PowerPoint. Je ne sais pas si c'est prévu de le diffuser, mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Vous l'avez déjà, et puis, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ça, c'est un résultat qui est issu d'une recherche réalisée dans le cadre du PNR 54,
une recherche qui a fait l'objet de la thèse de Marie-Paul Thomas, que peut-être certains d'entre vous connaissent, une recherche qui portait sur l'agglomération lausannoise et l'agglomération bernoise, avec une problématique qui est extrêmement classique, qui est de se dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maintenir des familles en ville? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit attrayant plutôt que l'idéal de la maison individuelle, etc. Donc une question. Bon, ça fait 40 ans que la recherche se penche là-dessus, donc, hein, et puis voilà, ça renvoie à un corpus de littérature extrêmement vaste. Et nous, on a décidé de l'aborder par rapport à ces modes de vie, d'abord en identifiant, pour un échantillon représentatif de la population familiale, donc avec des ménages familiaux, monoparentaux ou non, avec un enfant de moins de 15 ans dans le ménage. Donc ça, c'était l'échantillon de population donc à Lausanne et à Berne, l'agglomération lausannoise et l'agglomération bernoise. On a cherché à identifier ces modèles résidentiels. Donc vous voyez que ces modes de vie résidentiels, vous voyez qu'on en a toute une série qui sont très différents entre des gens qui sont plutôt attirés par les milieux denses, par exemple les deux premières colonnes, plutôt par voilà, l'engagement associatif ou pas, d'autres qui sont plus attirés par les aspects réputationnels d'un quartier ou qui n'ont pas d'attente à l'égard du quartier, qu'on a qualifié d'individualistes. Après, il y a des gens qui sont assez indifférents, qui disent dans le fond c'est égal où j'habite. Vous avez des gens qui cherchent plutôt des environnements paisibles, ça c'est à la dernière colonne, les champêtres ancrés, donc une pseudo-vie villageoise. Enfin, vous avez des modèles comme ça assez différenciés. Et vous voyez avec les plus et les moins selon les différents items. Donc c'était une enquête quantitative et la typologie elle est construite sur la base d'analyses factorielles dont les scores ont ensuite servi à la création d'une typologie. Donc vous voyez qu'on a des choses assez contrastées. Donc c'est le premier point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'était de vous dire, dans le fond, on a une multiplication des modèles d'une bonne vie résidentielle. Hein, ça ne se résume pas même pour des ménages familiaux. Là, on est que sur une partie de la population, à l'aspiration à la maison individuelle, où j'ai envie de rester au centre-ville. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça se construit souvent. On a pu le constater aussi dans notre recherche par arbitrage, c'est-à-dire que si on est porteur d'un de ces modèles, après on arbitre en fonction de nos priorités, en fonction des priorités de notre conjoint aussi, et puis on se localise selon les possibilités offertes par le territoire et plus généralement par le marché. Alors, là où ça devient intéressant, justement, c'est quand on compare les deux territoires. Ça, c'est c'est le deuxième résultat que je voulais brièvement vous présenter concernant cette recherche sur Lausanne et sur Berne. Mais on se rend compte que le potentiel d'accueil de ces différents modes de vie à Berne et à Lausanne, il est assez différent, en ce sens qu'à Berne, il est beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez habiter à l'extérieur de Berne, des communes comme Moosseedorf ou autres, tout en étant très bien relié à la ville, parce que vous avez une offre ferroviaire qui est très développée, donc sans être très dépendant de l'automobile. Donc ça permet des combinaisons de modes de vie qui sont beaucoup plus difficiles à Lausanne. Et donc ça montre que ces modes de vie, ils ont vraiment un lien assez direct avec leur substrat ou avec le milieu dans lequel ils se déroulent, et que les territoires ne sont pas équivalents de ce point de vue-là. Ils offrent des potentiels d'accueil qui sont assez différenciés. Alors pour illustrer ça, là, je vous ai mis deux cartes. Je ne sais pas si c'est c'est peut-être un peu pâle. Donc, vous avez Moosseedorf là-haut, donc dans la région de Berne, et puis de l'autre côté, Vufflan-la-Ville. Donc, à peu près à la même distance du centre. Et puis, les cercles, ils représentent ce qui est accessible depuis ces localités en 25 minutes pour l'orange et le bleu, et en 35 minutes pour le rouge et le violet de transport collectif. Et donc vous voyez, c'est pour vous illustrer ces différences de potentiel d'accueil. Vous voyez qu'à Berne, en gros, en 35 minutes, depuis ce quartier de Moosseedorf, vous avez tout le centre-ville de Berne qui est accessible. À Lausanne, vous arrivez à la gare de Renan, puis vous pouvez aller sur la place de la gare. Donc c'est un petit peu différent.
Donc évidemment, pour des gens qui aspirent à la fois au calme et à ne pas être dépendants de l'automobile et à être proches de la ville, les choses se posent un peu différemment. À Lausanne et à Berne, ça c'est un exemple, on aurait pu en prendre d'autres, on aurait à peu près le même type de résultat. Donc je vais insister sur l'aspect, voilà, c'est pas... Enfin, ces aspirations, ces modèles et les arbitrages qui sont faits prennent vraiment sens par rapport à des territoires et ça peut être assez contraignant. L'offre en fait résidentielle est souvent un peu stéréotypée et dichotomique. C'est de la maison individuelle ou de l'habitat en milieu dense. Voilà, c'est pas pensé comme un ensemble correspondant éventuellement à un mode de vie, à un modèle de vie quotidienne. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous présenter. En vous disant, vous voyez, à travers ces graphiques, puis bon, ça ne vous étonnera pas, de la bouche de votre serviteur, on voit que les questions de mobilité, elles sont assez importantes par rapport à ce potentiel d'accueil, et que notamment la qualité de desserte par les transports collectifs joue un rôle assez prépondérant dans l'étendue des possibilités de déployer un mode de vie dans différents espaces. Donc ça pose, c'est des vieilles questions, de nouveau, la question de la coordination entre les politiques de transport et de développement urbain, peut-être au centre de ces questions de potentiel d'accueil. Mais c'est là-dessus que j'aimerais continuer, en vous présentant très brièvement une recherche qu'on a menée lorsque j'étais secrétaire général de la SEAT. C'est quelque chose que j'ai réalisé notamment avec Sandra Walter et Pierre Desmontais. C'était une commande. L'Office fédéral des transports nous dit on aimerait avoir une évaluation de l'impact d'un projet de réorganisation de la desserte du S-Bahn zurichois qui s'appelle le projet 2G. Le projet 2G, ça consiste à exploiter les lignes du S-Bahn zurichois d'une autre manière que ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire de les dédoubler, c'est-à-dire d'avoir actuellement, tous les trains vont jusqu'au terminus et font toutes les stations, d'avoir des trains rapides qui font aucune station jusqu'à une station intermédiaire, puis toutes les stations à l'extérieur de l'agglo, et puis des trains lents qui font toutes les stations jusqu'à la station intermédiaire où s'arrête aussi le rapide auquel il donne correspondance et qui aurait son terminus là. Donc en fait, le résultat, c'est que ça rend en fait le S-Bahn plus rapide depuis l'extérieur de l'agglomération. Vous pouvez arriver plus rapidement depuis les franges de l'agglo zurichoise vers le centre-ville avec ce système. Et l'Office fédéral des transports nous a demandé d'évaluer les impacts de cette mesure d'accélération finalement des transports collectifs sur l'urbanisation. Donc là, je vous fais un peu la thèse et l'antithèse. Je viens de vous dire qu'il faut articuler transport et urbanisme. Là, je vais vous montrer que ça peut aussi avoir des effets non voulus. Donc, on a fait les calculs. Là, vous avez une carte pour le canton de Zurich. Donc, on a fait une modélisation à partir des gains de temps par le passé et des effets que ça avait eu sur la croissance des communes. Et puis, on a fait une projection à l'horizon de la création, telle que prévue de ce S-Bahn 2G. C'était 2030, si je me souviens bien. Là, vous avez une carte des gains de temps suite à l'introduction de ce S-Bahn par rapport à la situation actuelle. Plus c'est rouge, plus les gains de temps sont importants. Donc vous voyez qu'effectivement, dans les franges du canton, les temps sont raccourcis. Et puis là, vous avez les gains de population par rapport à la situation fil de l'eau. Donc vous voyez qu'effectivement, après, vous avez des gros cercles, ça reste sur des volumes de population relativement restreints, mais bon, vous voyez que les effets sont quand même assez fortement liés à l'extérieur de l'agglomération. Et surtout, alors c'était pas dans la commande, mais on l'a quand même calculé parce que ça nous intéressait beaucoup. Surtout, ils sont encore beaucoup plus massifs dans les cantons voisins. Ces effets ici, tout autour, ils sont beaucoup plus importants. Et donc, on est dans une situation où, alors bien sûr, le potentiel d'accueil du territoire en lien avec les transports publics, c'est un élément important pour jouer avec ces histoires de mode de vie, mais ça peut aussi entraîner des effets non voulus, c'est-à-dire qu'un projet comme 2G, il rend accessible en train très facilement des zones périurbaines
dans le canton d'Argovie, dans le canton de Zoug, et il en favorise la périurbanisation, la poursuite du processus. Donc attention, enfin, on dit l'enfer est des fois dans les détails, donc ça suppose des mesures de politique d'aménagement du territoire assez subtiles. Je termine brièvement avec une troisième recherche qui est encore en cours, pour finir sur une note peut-être un peu plus positive et qui revient sur ces questions de potentiel d'accueil de différents modes de vie. Donc, c'est une recherche qui est menée par un de mes doctorants, Sébastien Mounafo. C'est une recherche qui est financée par le Forum Vie Mobile, qui est un institut de recherche de la SNCF, créé pour travailler sur ces questions, faire des analyses un peu prospectives sur la mobilité. Et sa problématique de recherche, c'est les mobilités de loisirs compensatoires, c'est-à-dire, donc ça renvoie de nouveau à ces questions de mode de vie. La question, c'est de savoir, est-ce que quand on habite dans un milieu dense, alors bien sûr, on est très vertueux du lundi au vendredi parce qu'on est peu motorisé, parce qu'on se déplace à pied, en tram et en vélo. Mais qu'est-ce qu'on fait le week-end? Est-ce qu'on a besoin de s'échapper pour aller voir des grands espaces de la nature? Ça renvoie à nouveau au mode de vie, et plus exactement à la question de à quoi on a dû renoncer. C'est-à-dire, si on a dû renoncer à rien pour habiter le centre-ville, il n'y a probablement pas besoin de compensation. Mais si on a dû renoncer à quelque chose parce qu'on a priorisé le fait qu'il y a beaucoup de services dans le quartier au détriment du fait qu'on a besoin de verdure, ben effectivement, peut-être que ça peut entraîner des effets de ce type de mobilité compensatoire. Ces mobilités compensatoires, on les appelle aussi parfois l'effet barbecue, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, les périurbains ne se déplacent pas, ils font un barbecue dans leur jardin où ils vont se balader dans la forêt d'à côté pour aller chercher des champignons ou faire autre chose, je ne sais pas quoi, tandis que ceux qui habitent en ville, ils prennent EasyJet pour aller sur la côte d'Azur ou à Ajaccio pour un week-end parce qu'ils ont besoin du grand air, où ils font 500 km de voiture ou je ne sais quoi. Et donc ça aurait un effet, ça les rendrait finalement beaucoup moins vertueux en termes de consommation énergétique liée au déplacement. Alors ça, c'est la problématique de Sébastien Mounafo. Il travaille là-dessus sur l'agglomération genevoise et sur l'agglomération zurichoise. Et il travaille sur la base du micro-recensement transport 2010 qui permet, c'est des données qui permettent en particulier de mesurer l'ensemble des déplacements, donc non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi du week-end et des vacances et des voyages d'affaires. Ça permet donc d'avoir une vision complète. D'ailleurs, sur ce tableau-là, vous avez les déplacements de la vie quotidienne qui figurent dans la partie basse du tableau, et puis dans la partie haute, vous avez les voyages et avec nuitée, que ce soit professionnel ou vacances, le tout étant exprimé en émissions de CO2 par personne. Et ce que vous voyez dans ce tableau, qui est trié par géotype entre ville-centre de Genève, Genève suburbain, donc les communes de première couronne dense ou les communes de couronne dense, et Genève périurbain, vous voyez qu'effectivement, vous avez quand même des contextes, le contexte de la banlieue dense qui offre une situation qui est assez intéressante parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de déplacements générés. Et si on prend la situation à Zurich, alors même que la configuration de l'agglomération zurichoise est assez différente, vous voyez qu'on a le même type de phénomène. Alors, bon, évidemment, il y a la question des revenus qui vient jouer là-dessus, c'est clair. Les régressions qu'on a pu faire en tenant compte de cet aspect montrent que ça atténue évidemment l'effet, mais que l'effet reste. Mais c'est là où je voulais en venir. L'effet reste, même s'il est un peu atténué, et ça montre que finalement, ces lieux, ces espaces de couronne dense, qui sont souvent des lieux un petit peu ségrégés, traversés par des grandes infrastructures de transport, ils offrent un potentiel assez intéressant justement pour accueillir des modes de vie différents sans générer ces effets de compensation, parce que précisément ils sont un peu proches de tout. Ils sont proches de la ville, mais ils sont aussi proches de l'extérieur. Et donc c'est des lieux dont on devrait peut-être se préoccuper davantage.